Renaud, je vais te laisser te présenter juste après, qui va nous parler de modèles aléatoires pour la production des protéines. Alors, Renaud, qui es-tu? Que viens-tu nous raconter précisément aujourd'hui sur le Fluid Bank? Alors, je m'appelle Renaud. Je suis nouvellement docteur en mathématiques appliquées. Donc j'ai soutenu il y a quelques jours. Bravo. Donc voilà, et ça va être l'occasion de vous présenter une partie de mon travail de thèse que je vais essayer de faire assez accessible. Alors les gens qui étaient là à ma soutenance de thèse m'ont dit que c'était à peu près compréhensible. D'accord. Au pire, moi je suis une néophyte, donc je te poserai sans doute des questions. Voilà. On n'hésite pas à m'interrompre. Voilà, et sinon, je participe à un magazine en ligne qui s'appelle le magazine Kinéa. Donc, vous pouvez voir l'adresse sur mon premier slide. Donc, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, il se pourrait qu'il y ait un ou deux articles qui aient été écrits par quelqu'un qui se trouve assis à ma place. Très bien. Donc, Kinéa, tu disais. Après, on rappellera tous les liens à la fin, je pense, pour que tous ceux qui nous ont suivis puissent aller voir. Voilà, donc on est parti ? On est parti. Alors, d'abord, je vais vous présenter un peu l'introduction, le genre de questions biologiques qu'on se pose et comment en fait les mathématiques arrivent à aborder certaines questions de la biologie. A priori, on penserait que c'est deux domaines complètement déconnectés, mais en fait pas du tout. C'est ça, souvent je pense que les gens ont une vision des mathématiques très abstraite comme ils l'ont appris à l'école avec des lettres, des A, des B, des exposants, des choses où ils ne comprennent pas forcément à quoi ça fait référence. Et c'est un peu moi ce que j'ai apprécié dans la thèse, c'est de faire un peu le lien entre ce monde très abstrait, qui peut être très intéressant. Enfin, moi j'ai beaucoup de... par rapport aux mathématiciens théoriques, je trouve qu'ils font des choses très intéressantes. Mais effectivement, il y a aussi tout un gradient jusqu'à l'application, et par exemple l'application à la biologie. Mais on peut penser à plein d'applications différentes. Donc d'abord, on commence par un peu de biologie. D'accord. Et donc, dans quel cadre je me passe ? Je me place dans le cadre des bactéries, qui sont des organismes prokaryotes. Ça veut dire que l'ADN flotte avec le reste à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas de compartiment comme il y a dans nos cellules à nous. Pas de noyau. Et ce sont exactement. Et ce sont des êtres unicellulaires. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule cellule. Et en gros, par exemple, là vous avez un exemple de bactérie un peu classique qui s'appelle Escherichia coli. Et sa caractéristique, c'est de se grandir et de se diviser le plus rapidement possible. Et pour vous dire, ça peut durer en à peine 30 minutes. Dans un bon milieu, la bactérie peut complètement se dupliquer et se diviser. Donc c'est quand même relativement rapide. Et elle n'a pas besoin de grand-chose, c'est de la reproduction asexuelle pop comme ça, exactement. les unes des autres. C'est une division, elle grandit, elle se divise. Mais quand même, 30 minutes, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà conséquent. Si on essaie de faire la même chose nous-mêmes, je ne sais pas si on y arrivera très bien. Et donc pour ce faire, elles utilisent des molécules fonctionnelles qu'on appelle des protéines qui servent à peu près à tout dans la cellule. C'est-à-dire, ça va être des enzymes, ça va participer à des réactions chimiques, ça va réguler les échanges avec l'extérieur de la cellule, ça va être apporter l'énergie à certains endroits de la cellule, des choses comme ça. Et ces produits, ils sont produits à partir d'une information qui est codée sur la molécule d'ADN, des petites portions de molécules d'ADN qui vont être transcrites puis traduites en protéines. Qu'on appelle ces petites portions de l'ADN appelées gènes. Et donc voilà. Donc je me place dans ce cadre-là. Et puis juste pour vous dire que la production des protéines chez la bactérie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous prenez une bactérie que vous enlevez toute l'eau, voilà, et 50% de ce qui reste, c'est des protéines. Ça représente 30 millions de molécules de 2000 types différents. Donc il y a plein de types de protéines qui servent à plein de choses différentes. Et pour chaque type, vous pouvez avoir une petite dizaine d'exemplaires jusqu'à la centaine de milliers. J'imagine que chez l'être humain, au niveau des protéines, on en a beaucoup moins. Comment ça se passe ? Chez les protéines, nous, on en a... Par le rapport, parce que tu disais que par rapport à la taille de la bactérie, ça représentait plus de 50% de la bactérie en protéines. Alors la masse sèche, donc si on enlève toute l'eau, je ne pense pas que ça change beaucoup. Pas tant que ça ? Ok, le rapport est à peu près le même. Je m'avance pas trop parce que je suis pas sûr, mais je crois pas que ça change. Je pense qu'il y a beaucoup plus de types de protéines différentes dans une cellule, qu'il y en a beaucoup plus parce que nos cellules sont plus grosses que les bactéries. Par contre, en pourcentage de la masse sèche, je suis pas sûr que ça change. Et tout ce monde, ça doit être dupliqué en relativement peu de temps, c'est-à-dire un cycle cellulaire. Il faut que la cellule grandisse puis se divise, et 30 minutes pour les plus rapides. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et en fait, on estime qu'environ 70% des ressources de la bactérie sont uniquement dédiées à la production des protéines. Donc la production des protéines, c'est le mécanisme de la bactérie, le mécanisme essentiel, principal. C'est boulot à plein temps quasiment. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important qu'il faut étudier.
Alors, il y a un petit problème qu'on s'est rendu compte depuis, on va dire, le début des années 2000, on commence à voir de nouvelles techniques. On s'est mis à pouvoir mesurer la production d'une protéine particulière. Par exemple, là, vous avez une protéine qui s'appelle ADK, d'un type particulier. Et vous pouvez le mesurer à l'intérieur, la production à l'intérieur d'une cellule, hein, à l'échelle d'une cellule, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, on s'est rendu compte que vous prenez 2 bactéries qui ont exactement le même génome, donc exactement la même molécule d'ADN, dans exactement le même environnement. Elles ne vont pas produire cette protéine particulière en même quantité. De la même façon. De la même façon. Et ça, c'est pareil pour tous les types de protéines différentes. Et certaines vont en produire plus, d'autres moins. Donc, ce que vous voyez sur la photo à gauche, plus c'est lumineux, plus elle a produit de la molécule ADK. Donc, ce que vous allez avoir au sein de la population, c'est une distribution de production des protéines avec... la distribution est un peu étalée. Elle n'est pas toute ramassée. C'est dû à l'information génétique dans chacune des bactéries, Alors, le fait que cette production soit fluctuante. Et non, en fait, la formation génétique, elle est exactement la même. Et donc, en fait, c'est tout simplement parce que à l'intérieur d'une bactérie, c'est des molécules qui se baladent et qui se rencontrent de temps en temps pour faire une action chimique. Donc, le processus fondamental de la production des protéines est fondamentalement complètement aléatoire, ce qui fait c'est pas obligé de se rencontrer, quoi. Voilà, il y en a une qui s'est levée du pied gauche, les 2 molécules se rencontrent pas et donc ça fait pas la réaction chimique, et à droite ça le fait. Okay. Donc des choses comme ça. Donc le processus de production des protéines est intrinsèquement, on appelle ça stochastique, c'est aléatoire, il y a de l'aléatorité. Donc je vais juste parler un tout petit peu de définition mathématique. Désolé parce qu'il faut quand même. Voilà. Faut quand même. Mais c'est pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous avez les distributions. Et on va la caractériser par deux nombres, chaque distribution, pour simplifier. On va prendre la moyenne. Donc la moyenne, c'est le pointillé orange que vous voyez, et on le note en mathématiques, espérance. Alors P, ça va être le nombre de protéines, donc espérance du nombre de protéines. On appelle ça aussi la moyenne, donc j'utiliserai l'un ou l'autre, mais il faut penser que c'est la moyenne. Donc là, la protéine d'ADK, elle est produite en, je sais pas, à peu près 600 exemplaires dans les cellules, en moyenne. Et puis, il faut une information pour dire à quel point la distribution, elle est large, à quel point il y a de la variabilité au sein dans la production de chacune des cellules. Donc ça va donner par un autre nombre qui s'appelle la variance de P. Donc ça, quand vous voyez, plus la variance est grande, plus la distribution est étalée, et c'est ce nombre-là qu'on va caractériser comme étant à quel point la distribution est grande. Enfin, donc là, tu vas regarder les écarts entre les extrêmes, entre la production la plus importante et la plus faible. Voilà, on peut voir un peu les choses comme ça. C'est à quel point si la variance est tout petite, alors la distribution est très piquée. Si elle est large, elle est plus large. Voilà. Et donc, oui, mais on a un petit problème parce que globalement, la bactérie, elle a un comportement plutôt prévisible, robuste. Bon, ça grandit, ça se divise relativement régulièrement. Dans un milieu donné, il n'y a pas trop de surprises à avoir. Voilà. Et pourtant, quand on regarde, donc ça, c'est globalement, on voit la cellule quelque chose de relativement robuste, stable, régulier. Et quand on regarde dans les détails, finalement, c'est assez fluctuant. Donc, c'est un peu un mystère en termes de performance de la bactérie. C'est un peu surprenant de voir que y a beaucoup de variabilité localement et globalement c'est plutôt robuste. Et donc c'est un peu ce genre de questions-là, ces biologistes, les théoriciens se posent un peu une question, mais comment ça se fait ? Comment on y arrive ? Comment en gros la variabilité est gérée ? Alors je mets 72 guillemets à gérer, la bactérie ne gère rien du tout, mais comment la variabilité est répartie au sein de la cellule ? C'est un problème actuel de la biologie important. Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 approches. Il y a l'approche expérimentale, donc c'est l'approche auquel on pense le plus naturellement quand on pense à la biologie. C'est des gens derrière un microscope qui font des études, et ça c'est extrêmement important parce que ça va déjà nous renseigner sur la nature du monde. C'est-à-dire, d'accord, il y a de la variabilité, mais à quel point, il faut faire des mesures, etc. Donc déjà, on a une connaissance du monde, de la réalité biologique, qui est très importante avec cette approche. Et ensuite, on peut mettre en évidence, dans certains cas, faire des expériences ciblées. Par exemple, on va enlever un gène, on va le modifier et on pourra mettre en évidence des mécanismes. Ça marche plus comme avant, etc. Donc ça, c'est des expériences qui permettent de mettre en évidence des mécanismes contribuant aux fluctuations, des choses comme ça. Après, il y a l'autre approche qui est la mienne, qui est une approche théorique, qui va proposer des modèles et les analyser. Alors, je vais expliquer ce que c'est un modèle. C'est un peu le jeu de
Ça va être le jeu un peu En fait, ce que je vais présenter ici va être une illustration de qu'est-ce que c'est que le travail de modélisateur. Donc, je vais expliquer ce que c'est un modèle. Et le but, ça va être de reproduire et d'analyser un comportement observé, mais on va le reproduire de manière soit mathématique, soit de manière informatique. Et le but, l'un des avantages de ça, c'est qu'on va pouvoir aborder des aspects qui vont être très compliqués à aborder expérimentalement. C'est-à-dire que moi, ma bactérie, elle est sur mon ordinateur et je peux en faire ce que je veux très facilement, alors qu'en expérimentateur, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est ça l'avantage. Donc, je vais un peu expliquer ce que c'est la démarche. Tu peux te rapprocher très légèrement de moi. J'essaie de trouver un creux dans la discussion, parce que sinon tu sors du champ en fait. Ah d'accord. Mais normalement, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Super. Cette fois, c'est bon, on est tous les deux à l'écran. Je suis dedans. C'est bon, merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce que c'est que ma démarche? Ma démarche, elle va partir de la biologie. On va avoir une connaissance de la biologie, donc je lis plein d'articles de biologistes, et je vais créer un modèle. Alors, le modèle, il va servir à répondre à une question biologique. On se pose une question biologique, on se dit, ce tel phénomène doit intervenir dans la question pour répondre à la question. On pense que tel phénomène fait ça. Donc, on va modéliser, et quand on va faire notre modélisation, notre représentation de la réalité, qui est forcément une simplification, on va mettre au moins les ingrédients qu'on pense intervenir pour répondre à la question biologique. Mais en même temps, on ne va pas le faire trop compliqué parce qu'on va devoir après analyser le modèle, essayer de prédire des choses avec. Donc c'est toujours le jeu entre, il faut dire des choses, faut mettre des choses suffisamment pour pouvoir décrire la réalité, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Trop compliqué non plus, sinon on ne peut pas l'interpréter derrière. Voilà. Et donc, et après, qu'est-ce qu'on va faire avec le modèle? On va l'analyser et on a deux outils pour ça. On a l'outil mathématique, alors ça c'est mon préféré, mais c'est pas forcément le plus facile. Alors, il est super parce qu'il peut vous répondre en toute généralité. Vous avez un jeu de paramètres pour votre modèle. Pouf, ça peut vous donner l'espérance et la variance. On peut vous étudier dans un régime un peu particulier où des paramètres sont très grands. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a un degré de généralité extrêmement fort avec les mathématiques qui sont très, très avantageux parce que moi, je peux répondre, avec les mathématiques, je peux répondre aux biologistes, dire ce mécanisme ne peut pas faire ça, par exemple. On va voir que dans mon exposé, il ne peut pas faire ça. Même si vous tirez les paramètres très très fort, vous ne pourrez jamais obtenir la chose que vous pensez obtenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, on peut s'attaquer qu'à des modèles très simples avec les mathématiques. Et on peut utiliser les simulations. Et alors les simulations, c'est le contraire. Les simulations, on peut s'attaquer à un modèle beaucoup plus compliqué. On peut mettre avec plein de mécanismes, machin. Par contre, c'est une simulation pour un jeu de paramètres donnés. Et donc, on ne va pas avoir un degré de généralité. C'est qu'est-ce qui se passe si ce paramètre qu'on ne connaît pas trop biologiquement, s'il est des fois plus grand, il faut refaire une simulation. Et c'est toujours très compliqué de pouvoir s'en sortir en toute généralité. Donc voilà, on a ces deux outils. Et le but de ces modèles, à chaque fois, peut-être que je me trompe, l'idée c'est de prévoir, de prédire comment va évoluer le mécanisme qui t'intéresse. Exactement. De manière plus ou moins artificielle, virtuelle, mais en essayant d'être le plus proche possible de ce qui arriverait en vrai. Exactement. Et, ou alors, observer ce mécanisme, si on le met dans le modèle, qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il crée un nouveau phénomène, etc. Et donc c'est ça qui est très bien avec les modèles, c'est que on peut rajouter, enlever des choses relativement facilement, alors que dans la vraie biologie, c'est parfois plus compliqué. Si on enlève toutes les protéines d'un coup, la bactérie, c'est plus une bactérie. Donc voilà. Et ce genre de choses, même si c'est pas biologiquement faisable, c'est quand même cohérent, c'est quand même tu peux répondre à des questions intéressantes en le faisant via ton modèle. Moi je pense. D'accord, mais tu es là pour le démontrer. Et je vais essayer de le démontrer. Alors, faut pas que je prenne trop de temps. Donc, je vais déjà vous montrer ce que c'est qu'un modèle. Un modèle, donc je vais prendre le modèle classique. C'est le modèle le plus simple pour décrire la production des protéines. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà, il est suffisamment simple pour qu'on comprenne ce qui se passe, puis ça me permet de décrire comment sont produites les protéines. Donc d'abord, vous avez une petite portion de l'ADN qu'on appelle gène, qui va être transcrit en ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une molécule intermédiaire. Et on va dire qu'elle va être produite à un taux lambda 1. Donc plus lambda 1 est élevé, plus on va produire souvent des ARN messagers. Plus il est faible, moins on va le produire souvent. Après, on dit qu'un ARN messager a une durée de vie de quelques minutes. Donc il va se dégrader à un taux sigma 1. Donc le taux global de dégradation des messagers va être sigma 1 fois m. Et m, c'est le nombre d'ARN messagers. Donc plus sigma 1 est élevé, plus ça se dégrade rapidement, etc. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui se ressemble beaucoup, c'est l'étape de traduction, où à partir d'un ARN messager, on va produire une protéine à un taux lambda 2. Et on va prendre en compte en fait le fait que la cellule grandit. On s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule.
Donc M et P vont être le nombre de messagers et de protéines à l'intérieur d'une cellule. Et alors le protéine a une durée de vie très très longue en général, mais il faut prendre en compte le fait que la protéine qu'on a produite il y a 10 temps de cycle, elle a de grandes chances de ne plus être dans notre cellule d'intérêt. Donc on va tout simplement représenter le fait que les bactéries grandissent et se divisent par un taux de disparition de protéines, un taux sigma 2, et sigma 2 ça va être typiquement le temps de cycle, des choses comme ça. Oui, ça parce que d'un point de vue purement biologique, je fais un tout petit rappel, les protéines, elles sont issues de l'ADN qui était dans le noyau de la cellule, mais après, sauf pour tes bactéries qui n'ont pas de noyau, mais en gros ça sort et ça va dans d'autres cellules. Donc, exactement. Ça bouge. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là. Alors moi, c'est une critique que j'ai fait enfin une critique, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que en réalité ça se passe pas comme ça, il n'y a pas un effet, la protéine disparaît pas comme ça, comme par magie, il y a des divisions qui se produisent, etc. Donc ça on le verra après. Mais en tout cas, on essaie de simplifier un peu la réalité et faire un truc un peu comme ça. Et donc là, on peut l'analyser des deux manières dont j'ai dit. On peut faire soit une analyse mathématique, dans ce cas-là on a une magnifique expression pour l'espérance et la variance à partir des paramètres. Donc je vous donne un jeu de paramètres et pouf, je connais l'espérance, donc la moyenne, et je connais la variance. Donc c'est cool. Okay. Et puis si on veut, on peut faire des simulations. Donc là, je vous ai donné le résultat d'une simulation. En rouge, en rouge, vous avez les messagers et en bleu, les protéines. Et donc là, vous avez des messagers, ils sont créés très peu souvent. Donc le lambda 1 de manière ponctuelle. Voilà, très rarement, il y arrive. Donc le lambda 1 doit être assez faible. Et puis on voit qu'elle ne dure pas très longtemps à chaque fois. Donc le sigma 1, le taux de dégradation des messagers doit être assez élevé. Ouais. Voilà. Et à partir de ça, chaque fois qu'il y a une messager, il y a beaucoup de protéines qui sont produites. Donc le lambda 2 doit être assez élevé. Donc il y a des pics qui correspondent à chaque point. Mais là, là c'est un jeu de paramètres particuliers. J'ai fait une simulation particulière. Alors que sur les formules de gauche, là, c'est tout de suite, on l'a directement. C'est très rapide. Donc c'est un peu les deux approches. Voilà. Donc le but de ma thèse, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été de proposer des modèles qui intègrent des mécanismes impliqués dans la production des protéines et analyser leur impact sur les fluctuations des protéines. Large programme. Voilà. Donc, j'ai étudié plusieurs choses dans ma thèse, mais là ce que je veux vous présenter, c'est un truc, c'est le modèle que je vous ai présenté précédemment. Il a quelques désavantages parce qu'il ne représente pas tous les mécanismes qu'on pourrait attendre dans la cellule, et notamment des mécanismes qu'on pourrait peut-être se dire qu'il y a un impact sur la variabilité de la protéine. Par exemple, on ne prend pas en compte que la cellule grandit, qu'à un moment elle se divise, qu'il y a la réplication de l'ADN, à un moment on a 2 copies de l'ADN, et que les différentes productions des protéines interagissent les unes avec les autres parce qu'elles partagent des ressources communes. Tout ça, c'est pas du tout représenté dans les modèles classiques. Et donc, l'un des aspects de ma thèse, ça a été d'étudier un peu tous ces mécanismes. Est-ce que ça n'a pas, si on les rajoute dans le modèle, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que y a la variabilité, la formule que je vous ai présentée avant, est-ce que ça se trouve, il y a des termes en plus qui apparaissent, des choses comme ça. Donc, en fait, on n'en sait un peu rien. Et donc, mon but de ma thèse, ça a été de répondre à ce genre de questions. Voilà, on est parti. Allons-y. Donc voilà, donc après, là je vais vous présenter un peu la question biologique précise, pourquoi on s'est posé cette question, etc. Je vais repartir de la biologie. Et puis là, je vais créer une série de modèles où je vais intégrer successivement différents aspects qui n'étaient pas pris en compte dans les modèles classiques. Donc comme j'ai dit, l'accroissement du volume et la division. Ensuite, je vais regarder la réplication de l'ADN. Et ensuite, le partage de ressources communes. Et puis après, je ferai une petite conclusion. Alors, quand tu parles des ressources communes, on est toujours avec les bactéries. Ce sont elles dont besoin, elles, pour vivre, ce genre de choses, c'est pour pouvoir... les ressources dont on a besoin pour pouvoir produire des protéines. D'accord, donc c'est plutôt la base, type les bases d'ADN ou ce genre de choses. C'est plus. Alors oui, ça aurait pu être ça. Ouais. En fait, c'est pas tout à fait ça que je vais. Donc effectivement, c'est plus un partage. Je vais en parler juste après. Oui, mais c'était juste un partage pour pouvoir produire des ARN messagers, pour pouvoir produire des protéines, on a besoin de macromolécules. Ouais. Et tout le monde se les partage. Et donc, si on n'a plus de disponible, faut attendre son tour. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu c'est ça que j'entends par ressources communes. Mais okay. Donc tout commence par la biologie. C'est une petite histoire qui commence par la biologie. En 2010, il était une fois un groupe de chercheurs, Taniguchi et leurs collaborateurs, ont fait une étude sur 1018 gènes. Donc il y a énormément de gènes considérés. Donc c'est pas de la rigolade cette étude. Tellement c'est pas de la rigolade que personne ne s'est osé à les refaire. À le refaire depuis. Et donc pour chaque gène, ils ont fait une expérience. Donc ça fait quand même 1018 expériences de fait.
Ils ont fait plein de stagiaires. Exactement, plein de stagiaires, plein de thésards. Voilà. Et donc pour chacun des gènes, ils ont fait une expérience. Ils ont pris une population avec exactement le même génome dans exactement le même environnement, et ils ont regardé la production de la protéine associée au gène considéré dans chacune des cellules. Et ils ont regardé à l'intérieur de chaque cellule combien produisait de cette protéine particulière et le volume de la cellule. Et quand ils ont fait des statistiques, ils ont regardé la concentration, c'est-à-dire qu'ils ont pris le nombre de protéines dans une cellule donnée divisé par le volume. Donc ça, c'est vraiment la concentration à l'intérieur de chaque cellule. Voilà. Et ils ont pu calculer l'espérance et la variance. Donc ça, c'est cool, et sur plein de gènes différents. Donc moi, c'est mon petit bonheur. Et ils ont fait plein de petits graphiques, et notamment celui-là, que je vais un peu détailler. Alors il est un petit peu compliqué, mais c'est quand même important. Le régime de la variabilité des protéines. Voilà. Okay. Alors, chaque point, ça représente un type de protéine particulière. Okay. En abscisse, donc sur la ligne horizontale, vous allez avoir la production moyenne, la concentration moyenne de cette protéine. Ça va. Et en ordonnée, vous allez avoir le coefficient de variation. Alors, c'est la variance divisée par l'espérance C carré. Ce qu'il faut moralement se dire, c'est à quel point la protéine elle est variable. Voilà, c'est une manière de quantifier ça. Donc plus tu es haut sur ton axe, sur ton graphique, plus il y a de variabilité. Voilà, c'est ça. Plus il y a de variabilité, dans un certain sens. Ouais. Bon, voilà, c'est une manière de faire. Mais ce qui est cool, c'est que on voit, en traçant le truc comme ça, on voit deux régimes particuliers. Il y a le régime pour les protéines faiblement exprimées, avec une concentration pas très forte. C'est ce que les auteurs ont appelé le bruit intrinsèque. Pourquoi le bruit intrinsèque? C'est parce qu'il est globalement prédit par les modèles classiques. Si vous reprenez mon modèle classique précédent, que vous adaptez les paramètres lambda 1, lambda 2 pour faire correspondre aux protéines considérées là, ce que vous allez avoir, c'est un bruit qui ressemble un peu à ça. Donc c'est le bruit intrinsèque, c'est le bruit globalement prédit par les modèles classiques. Mais on se rend compte que y a une espèce de plateau, un bruit additionnel pour les protéines fortement exprimées. Ils ont appelé ça le bruit extrinsèque, et que là-dedans, les variabilités est essentiellement due à des phénomènes qui ne sont pas représentés dans le modèle classique, avec des phénomènes externes. Donc c'est un truc mystérieux, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Okay. Exactement, c'est un truc mystérieux, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est là. Enfin, voilà. Okay. Donc voilà, donc pourquoi pas. Et ben moi je suis un modélisateur, et je me dis mais qu'est-ce que ça peut être, ce bruit mystérieux? Quel est ce mystère qu'il faut de quoi il peut venir? Alors il peut venir de plein de choses. Il peut venir du fait que on n'a jamais considéré que dans les modèles classiques que la bactérie elle grandit, et que s'il y avait un nombre de protéines donné, quand la cellule grandit, la concentration diminue. Et comme on regarde les concentrations, ça peut rajouter de la variabilité. Il y a aussi autre chose, c'est la division. À un certain moment, vous allez dispatcher vos protéines et vos messagers dans les deux cellules filles. Et il se peut tout à fait que ce dispatchement, cette répartition est aléatoire. Cette répartition est aléatoire et rajoute de la variabilité au système. Vous avez aussi le fait que l'ADN, il va se répliquer. Donc à un moment vous avez une copie d'ADN, puis à un moment vous en avez deux. Et ce passage à une copie, un gène va être présent en une copie ou en deux, et ce passage entre une copie de gène et deux copies de gène va doubler votre taux de production d'ARN messager. Et donc vous allez faire, on pourrait imaginer une plus de protéines, de production de protéines, pourquoi pas, des choses comme ça. Et puis le dernier, donc ça c'est le partage des ressources communes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir produire un ARN messager, vous avez besoin d'une macromolécule qui s'appelle l'ARN polymérase. Et cette ARN polymérase, elle est partagée par tout le monde. Et il n'y en a pas un nombre infini. Et il faut se la partager. Et peut-être que la disponibilité d'ARN polymérase fluctue au fur et à mesure du temps, ce qui fait que il y a de la variabilité ajoutée. C'est pareil pour la traduction. Vous avez besoin d'une macromolécule qu'on appelle le ribosome. Oui. Et le ribosome, il n'y en a pas une quantité infinie, il est partagé par tout le monde. Et donc, alors pareil, cette quantité par exemple de polymérase, qu'est-ce qui va faire fluctuer, qu'il y en aura plus ou moins tout simplement, on imagine un moment que par hasard, il y en a beaucoup qui sont en train de faire un ARN messager, mais il n'y en a plus beaucoup qui sont disponibles pour faire de nouveaux ARN messagers. Donc les gènes qui attendent patiemment qu'il y ait un ARN messager qui se libère. Donc la disponibilité d'ARN polymérase peut fluctuer au fur et à mesure du temps de cycle. Et on peut tout à fait imaginer que ça a un impact sur la variabilité. Donc ça, cette dernière hypothèse, c'est celle qui est privilégiée par les auteurs de l'article que je vous ai présenté juste avant. Pour eux, c'est ça qui fait la variabilité additionnelle. Mais bon, on va faire quand même tout ça. Et on va faire une série de modèles qui va intégrer ces différents mécanismes au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est ça, une série de modèles aléatoires qui intègrent ces mécanismes au fur et à mesure. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les paramètres de Taniguchi et collaborateurs pour avoir un jeu de paramètres qui va me permettre d'avoir des gènes biologiquement raisonnables, acceptables.
des jeux de paramètres raisonnables. Et je vais aussi déterminer la variance des protéines dans chaque cas, avec chacun des mécanismes, et voir ce que chacun des mécanismes ajoute comme variabilité au fur et à mesure que je rajoute les mécanismes. Et enfin, je vais confronter aux mesures expérimentales pour voir si qu'est-ce que je prédis, est-ce que je prédis bien la réalité. Donc on est parti, on fait le premier modèle. Un modèle simple où on va juste considérer que la cellule, elle grandit et elle se divise. Et donc, voilà. Donc, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Vous allez avoir, vous représentez tout ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule particulière, et le volume de la cellule va grandir avec la cellule. Et à un moment, il va se produire un temps régulièrement, à un temps tau d, parce que je suis un mathématicien, alors j'aime bien utiliser des lettres grecques. Ce que j'allais dire, les lettres grecques. Et c'est régulièrement, il va se produire la division. Alors comment on va faire la division? On va la faire de deux manières différentes. Une manière pas du tout biologiquement raisonnable, mais juste pour voir la différence entre les deux. Et, une manière pas du tout biologiquement raisonnable et l'autre un peu plus réaliste, mais on va voir justement la différence entre les deux et voir ce que ça ajoute. Donc la première manière, c'est vous prenez votre nombre de protéines, votre nombre, vous le divisez par 2, et ça va être votre nouveau nombre de protéines dans la cellule fille que vous considérez. Mais ça, c'est dans l'idée que c'est pile poil réparti de manière équivalente. Exactement, c'est pile poil réparti, il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Et l'autre manière, ça va être, vous tirez à pile ou face pour savoir si cette protéine elle va dans la cellule qui vous intéresse ou pas. Alors j'ai oublié de dire, quand il y a une division, vous suivez qu'une seule des deux cellules filles et vous recommencez depuis le début. D'accord. Et là, on ne considère pas du tout la réplication du gène. Le gène ne se réplique pas, on considère, alors c'est avec beaucoup de guillemets, qu'il est en concentration constante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la cellule grandit, le taux de production des ARN messagers va grandir en fonction. Et je vais juste mettre un truc, c'est un modèle gène centré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comme pour le modèle classique que je vous ai présenté précédemment, on s'intéresse juste à la production que d'une seule protéine. Donc à la fois, on s'intéresse à la production que d'une seule protéine, le reste, on s'en fiche. Voilà. Donc comment ça se présente? Ça ressemble beaucoup au modèle que je vous ai présenté précédemment, à deux petites différences. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus du tout d'effet de dilution, il n'y a plus, voilà. Tout ça, c'est remplacé par des divisions régulières d'un tau d, où vous allez répartir vos protéines et vos messagers dans les deux cellules filles. Donc ça, c'est le premier changement. Et le deuxième petit changement, c'est dans la production des ARN messagers. Comme j'ai dit, on considère que le gène est en concentration constante. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le taux de production des ARN messagers va dépendre du volume. Voilà, c'est des petits détails. Donc, ça veut dire que plus ta bactérie est importante, plus tu auras d'ARN messagers. Plus le volume est grand, plus on va produire d'ARN messagers dedans. Voilà. Donc c'est à chaque fois plus ou moins corrélé. Plus elle est importante, ok, ça marche. Et le volume, comment on le modélise? On le modélise quand on regarde les expériences, quand on regarde comment grandissent les bactéries, elles grandissent de manière exponentielle. Donc on se dit, on se casse pas la tête, on dit qu'elle croît de manière exponentielle. Elle aura doublé de volume au temps tau d où on fait la division, ce qui n'est pas très surprenant. Ok. Et à partir de ça, ce qui est cool, c'est que on peut tout à fait considérer explicitement des concentrations. C'est-à-dire que M et P, ça va toujours ça va toujours être le nombre de messagers et de protéines. Vous allez pouvoir diviser par le volume à cet instant-là. Donc le PS, c'est le nombre de protéines à l'instant S. Vous le divisez par le volume à cet même instant. Vous avez des concentrations. Et donc ça, c'est cool. On va pouvoir considérer des concentrations et faire pouvoir comparer avec les expériences de manière quantitative, avoir un truc qui tient la route. Point de vue biologique. Donc avec ça, on fait des maths. Alors je ne vais pas détailler, mais voilà, on se casse la tête sur le modèle et on l'analyse en faisant des maths autant qu'on peut. Et donc là, par exemple, j'ai réussi à trouver la concentration moyenne des messagers à chaque instant S du temps de cycle et la concentration moyenne des protéines à chaque instant S du temps de cycle. Ce qui est cool, c'est un peu ce qui nous intéresse. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la variance. J'arrive pas à l'obtenir parce que c'est compliqué. Mais déjà, j'ai la moyenne, je suis content. C'est déjà pas mal. C'est une des deux variables qui intéressait au départ. Mais quand même, c'est pas mal d'avoir la moyenne parce qu'on va pouvoir, ça va nous permettre de pouvoir caler les paramètres lambda 1, sigma 1, lambda 2 pour les faire correspondre à chaque fois à un gène particulier de Taniguchi. Donc on a des données avec Taniguchi, on va faire à chaque fois lambda 1, sigma 1 et lambda 2 pour faire correspondre à un gène particulier et voir un gène, des paramètres, un jeu de paramètres biologiquement raisonnable qui représente un vrai gène qui existe vraiment. Et on fait des simulations avec. On fait une première simulation où on prend le nombre de protéines et la division, on le divise par 2. Ou alors la deuxième simulation, on répartit aléatoirement, on tire à pile ou face. Et on regarde le résultat. On compare les deux. Donc ça, c'est ce que je présente ici. Donc je regardais le graphique de droite.
Ça, c'est ce que j'appelle un profil de protéine. Donc, c'est une protéine particulière, la protéine OMPC. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert, mais en abscisse, vous avez le temps de cycle. Donc, à l'instant, vous vous placez dans le cycle cellulaire. Ce sont des jours, je vois pas bien. Ce sont des phases que tu as indiquées en abscisse. Des quoi? Ce sont des phases, je vois pas bien ce qui est marqué. En abscisse, c'est c'est le temps, dans le temps de cycle. Divisé par 4, par 2, etc. Voilà. Okay. Et en ordonnée, ça va être la concentration de la protéine. Alors, je détaille un peu. Le trait plein central, j'espère que vous voyez, ça va être à cet instant-là du temps de cycle. Éventuellement avec ta souris. J'ai la souris. Donc, le trait plein ici, ça va être la production moyenne à un instant particulier. Un instant particulier, combien j'en produis en moyenne? C'est toujours, ça reste constant au fur et à mesure du temps. Okay. Et là, de part et d'autre, les plages colorées, ça vous indique à quel point la distribution elle est étalée. Est-ce qu'elle s'étale ou pas? En plus sombre, vous avez la distribution quand vous faites la division exacte. Et en trait plus clair, c'est quand c'est la répartition aléatoire des protéines. Où il n'y a pas le même nombre entre ces deux cellules. Okay. Et là, on se rend bien compte que la distribution elle est plus étalée dans le cas où on répartit aléatoirement les protéines que dans le cas où on fait une division exacte. Bon, c'est cool. Donc, c'est pas très étonnant, hein, comme on rajoute quelque chose d'aléatoire, c'est normal que la distribution soit un peu plus étalée. Et donc, j'ai représenté ça ici. Alors, je vais essayer de décrire avec des mots simples. En gros, ce que vous avez, comme j'ai la souris, c'est cool, je vais pouvoir décrire. Donc chaque point, ça représente un gène particulier. Et ça va être la proportion. Ce qui est au-dessus de la courbe jusqu'au trait pointillé, c'est la proportion de la variance qu'on peut attribuer uniquement à la répartition aléatoire des protéines. D'accord? Donc c'est en gros, ça c'est la contribution de la répartition aléatoire des protéines. C'est ce qu'il y a au-dessus, ici. Cette partie haute, là. Voilà. Et donc ça dépend pour chacune des protéines particulières. Il y a chacune une contribution différente. Mais bon, voilà, donc j'ai réussi à tracer ça, c'est sympa, c'est cool, voilà. Mais j'ai même pu faire un peu mieux, parce que je me suis dit quand même c'est une courbe un peu jolie, et pourquoi elle a cette forme-là? Et donc j'ai fait un modèle beaucoup plus simple, alors là, d'une simplicité abyssale. J'ai complètement enlevé le cycle cellulaire, j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever, et je me suis juste concentré quel est l'effet de répartir aléatoirement en tirant par pile ou face par rapport à quand on divise par 2. Ouais. Et donc là, je l'ai tracé en pointillé, le résultat de ce graphique, de ce modèle, j'ai tracé en pointillé bleu, et puis on retrouve bien ce que j'ai retrouvé avec les simulations. Donc ça veut dire... Ils sont là. Oui, je les vois sur les côtés. Voilà. Okay. Le pointillé bleu ici. Okay. Donc on retrouve à peu près la courbe. Donc c'est cool. Je raconte pas n'importe quoi. Ça se vérifie globalement. Voilà. Donc là, je vais pas trop détailler. Donc voilà, on a notre première. Ah si quand même. Je vais détailler ça. Mais on a un petit problème. Oh cool, on a rajouté de la variabilité sur certaines protéines. Cool, on est content. C'est justement ce qu'on cherche. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que là où l'effet est le plus fort, globalement, c'est sur les protéines faiblement exprimées. Okay. Donc avec pas une très forte concentration. Alors si vous vous souvenez du graphique de Taniguchi, c'était sur les protéines fortement exprimées qu'on avait du bruit mystérieux, qu'on ne savait pas d'où venait. Donc ça n'a pas l'air d'être cette hypothèse-là qui va se vérifier. Donc on va continuer. Et on va se dire, on va continuer, on va reprendre ce modèle, on va reprendre la répartition aléatoire des protéines, on va juste changer un petit truc. On va dire, maintenant, le gène, il va se répliquer, on va voir l'effet que ça a. Donc, comment ça se présente? Ce qui est cool, c'est comme j'ai passé beaucoup de temps à expliquer sur le précédent, là, je peux aller assez vite, parce qu'il n'y a qu'un seul truc qui change, c'est ça, c'est la réplication du gène. Avant, vous avez une seule copie de gène, et après le temps tau R, le temps à laquelle se produit la réplication du gène, vous avez 2 copies. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Après, on a les 2 cellules filles, on rajoute les protéines, etc. tout petit truc supplémentaire. Et on regarde ce qui se passe. Et donc, comment ça se traduit dans le terme de modèle? C'est exactement pareil que précédemment. La seule chose qui change, c'est ici. Si vous vous trouvez avant le temps tau R, avant la réplication, alors vous produisez un ARN messager un taux lambda 1, qui vaut ce qu'il vaut. Et après la réplication, vous allez doubler ce taux-là. Vous allez produire 2 fois plus d'ARN messager. Okay. Sinon, tout le reste, ça reste pareil. La croissance du volume, la division, etc. Et donc, c'est parti. Et là, on peut faire des maths. Avec des maths joli, hein. Vachement compliquées. C'est joli. Et voilà, et si jamais vous avez la curiosité de regarder mon manuscrit de thèse, vous verrez qu'il y a des pages et des pages de calculs. Après, quand on sait à quoi correspond chaque élément, là, tu as bien expliqué, à chaque fois, tu voulais voir la moyenne et la variance. Ouais, c'est ça. Après, tu dis que dans chaque calcul, chaque petite partie, ça doit correspondre à des variables que tu as mis dans ton modèle en lui demandant
Alors, ça, voilà. C'est Alors, ça c'est le fait que ton ADN ça ce serait, doublé, ça ce serait dans l'idéal le c'est monde pas toujours parfait. le cas. C'est pas toujours le cas. Alors, on peut quand même interpréter quelques trucs. Par exemple, ce terme-là, il est uniquement lié à la transcription. Je le sais. Ouais. Parce que voilà. Mais c'est pas forcément. C'est pas toujours aussi facile que ça. Mais effectivement, des fois, les maths peuvent permettre de faire ça, ce qui peut être super. Ouh là là là. Je prends du retard. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que on peut faire des maths et on peut prédire l'espérance et la variance des messagers, mais aussi des protéines. Là, c'est encore plus de trucs. Chiffres. Voilà. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tout ça, ça dépend uniquement des paramètres lambda 1, lambda 2. Taux R, taux D. Si je ne peux, voilà, directement, j'ai l'espérance et la variance. Donc ça, je vais l'utiliser directement pour faire mes petits résultats, pour faire ces petits graphiques. Donc là, c'est toujours la même chose. C'est le profil de la protéine. En abscisse, vous avez l'instant dans le temps de cycle, et en ordonnée, vous avez la concentration. Le trait plein, c'est à cet instant du temps de cycle, en moyenne, combien vous en produisez. Et la plage colorée, c'est à quel point la distribution est étalée. C'est toujours la même chose. Donc là, le fait d'avoir ajouté la réplication, ça change un tout petit peu les choses. On se rend compte qu'au fur et à mesure du temps de cycle, c'est pas tout à fait constant. Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Donc ça diminue jusqu'à la réplication. Et puis après, comme à la réplication, on produit plus d'ARN messager, on produit plus de protéines, et hop, ça remonte. Alors juste un tout petit parce qu'il y a plusieurs questions, je te les poserai surtout à la fin, mais il y a une petite question qui demande, notamment tu nous montrais tes très belles équations, etc. Et on nous demande si tu peux nous donner un ordre d'idée des ordres de grandeur des temps de calcul pour ces différentes simulations. Alors, ces belles équations, etc. Alors ça, c'est pas des simulations, ça c'est donc ça c'est très rapide. Hein, je vous donne mes paramètres, il fait des divisions, des additions. J'ai pas le temps de dire ouf. Pour ça, donc là effectivement, j'ai fait des simulations. C'est pas très long. Voilà, cette petite machine-là, elle a réussi à faire ces simulations-là. Ça prend quelques minutes et j'ai pas optimisé. T'as pas besoin de faire tourner pendant 15 jours ta machine. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà, je veux dire, les simulations de ce type-là, avec celle-là, j'ai pas très optimisé mon algorithme, mais ça a pris peut-être 1 minute. Donc c'est pas non plus instantané, mais ça va assez vite. Ça reste raisonnable. Effectivement, c'est une question qui se pose, mais j'ai de la chance d'avoir des simulations qui se font plutôt bien. Mais effectivement, pour d'autres cas, ça peut être très compliqué. Et j'ai d'autres gens qui font des simulations sur plusieurs jours, des choses comme ça. Ok, très bien. Donc je reprends, voilà. Donc ça, c'est une protéine particulière, c'est la protéine ADK. Et puis, c'est cool parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les expériences. Si on regarde la production moyenne au fur et à mesure du temps de cycle, c'est un peu la même forme. C'est plutôt cool. En plus, vous voyez, une espèce de V, voilà une espèce de V. Ça, on se rend bien compte qu'il y a une réplication quelque part. Et c'est bien ce qu'on attend. Et en plus, ce qui est cool, c'est que comme vous voyez le trait bleu, la concentration moyenne à chaque instant du temps de cycle, fluctue autour du pointillé rouge, qui est la moyenne globale. Il y a une fluctuation aux alentours de 2% sur à peu près toutes les protéines que j'ai. Et ce qui est cool, c'est que expérimentalement, c'est à peu près la même chose. On a aussi une fluctuation aux alentours de 2%. Ce qui est... je vous raconte pas n'importe quoi. Mais c'est marrant que du coup, toutes tes protéines, quelle que soit leur fonction, aient le même fonctionnement. Voilà. Alors après, j'ai pas mis grand-chose dans le modèle. Bien sûr, c'est toujours plus compliqué. Mais on va dire, globalement, on arrive à retrouver des choses que biologiquement... qui ont l'air à peu près raisonnables. Donc ça, c'est plutôt cool, on est content. Et les biologistes sont un peu intéressés par ce qu'on dit, parce que ils se rendent bien compte qu'on essaye à chaque fois de vérifier que ça tient à peu près la route. Que ça suit la réalité biologique. Voilà. Après, avec ça, ce qui est bien, alors là, pour montrer l'intérêt des maths, c'est que, comme on a des formules, on peut s'amuser, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se dire, est-ce que ça change quelque chose si on change la position du gène, si on le met au début, répliqué au début, répliqué à la fin, est-ce que ça change la variance? Non, alors là, je ne sais pas si vous voyez, le trait, il est là, je change la position sur le chromosome, rien du tout. Ça change rien. Par contre, le nombre d'ARN messagers, donc vous avez 2 protéines, qui sont produites en moyenne dans en même quantité. Il y en a une qui a beaucoup plus d'ARN messagers. Donc il y a un coût beaucoup plus fort. Pour produire la même quantité de protéines, on produit beaucoup plus d'ARN messagers. Donc effectivement, dans ce cas-là, on peut réduire la variance. Voilà, donc j'ai des formules explicites, donc j'en profite. Et puis qu'est-ce qui se passe si on augmente la durée de vie du messager? Si le messager dure plus longtemps, oui, tu disais que les ARN messagers, c'était quelques minutes. Voilà. Et si on dit ça dure 30 minutes ou ça dure 10 secondes,
Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, effectivement, ça augmente un petit peu la variance. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça augmente un petit peu la variance, mais pas plus. Tu peux aussi zoomer si tu veux très légèrement, mais... Je crois pas que je puisse. Non, c'était lancé le PowerPoint. Non, ok. Ne t'inquiète pas. Je pense que c'est visible. Et donc là, on peut créer une protéine fictive avec des paramètres extrêmes en se et disant là, on voit que c'est... on veut réduire la variance absolument, et regardez, voilà. Donc effectivement, là, j'ai réduit la variance, mais à quel coût? À quel prix? À quel prix? Parce que j'ai dû multiplier le taux de transcription, donc je produis 100 fois plus d'ARN messager que pour celui de gauche pour produire en moyenne la même quantité de protéines. Donc effectivement, c'est possible de réduire la variance pour certaines protéines, mais niveau énergie, il va falloir sortir les billets. Ultra coûteux, quoi. Et voilà, il va falloir sortir ça va coûter cher. Donc voilà, donc pour montrer qu'on peut s'amuser avec les maths et pouvoir... finalement, biologiste, qu'est-ce qui se passe si on demande le temps de vie des messagers? Biologiste, c'est pas grand-chose. Moi, je sais répondre à cette question. Mais après, c'est sans doute une question un peu bête, mais est-ce que d'un point de vue purement concret, est-ce qu'on peut s'amuser sur une bactérie à réintroduire des ARN messagers de manière artificielle comme ça, pour qu'il y en ait beaucoup plus, et essayer de créer des transcriptions Alors, je pense que c'est possible, mais alors ça doit être très compliqué parce que l'ARN messager a une durée de vie pas très longue. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Donc en fait, effectivement, on peut s'imaginer que ça doit être faisable. Et puis après, le diable est dans les détails. Ouais. Et des fois, moi, il y a des choses que je pense pas très compliquées à faire. En fait, c'est extrêmement compliqué à faire parce que il y a 72 000 trucs qui peuvent... Et puis en plus, dès qu'on rentre dans de l'information génétique, c'est vrai que chaque cellule, elle laisse pas rentrer n'importe quoi, n'importe comment, exactement, etc. Et donc voilà, alors peut-être des fois on change quelque chose, mais ça se trouve ça change un truc qui n'a aucun rapport, ce qui fait que la bactérie grandit moins vite, on ne sait pas pourquoi. C'est toujours le problème avec l'expérience, que moi, quel problème je n'ai pas. Donc de ce point de vue-là, je suis un peu... tu peux tout tester, c'est vrai que c'est... Voilà, je peux tout tester, je modifie un truc, je contrôle un peu le minimum les choses. Par contre, c'est pas la réalité biologique non plus, donc faut pas non plus que je prenne mon... C'est de la modélisation, donc voilà, c'est le principe. Et donc on peut se dire, est-ce qu'on augmente la variabilité? Donc là, j'ai montré un graphique, je vous réponds rapidement, non. Ça n'augmente quasiment pas la variabilité par rapport au modèle précédent, avec un gène en concentration constante. Ça ne change quasiment rien, donc on était un peu surpris. On se dit, oh bon, ça change rien. Bon, et qu'à cela tienne, on continue à augmenter notre modèle, à le rendre plus complexe, à rajouter des choses, et on va intégrer le partage commun de ressources communes. Donc les fameuses polymérases et ribosomes. Et les ribosomes. Voilà. Exactement. Donc ça, on va introduire un partage commun d'ARN polymérase et de ribosomes, donc deux macromolécules qui sont respectivement utiles pour la production d'ARN messagers et utiles pour la production de ribosomes et qui sont partagées par l'ensemble des différentes productions. Donc tout le monde doit se partager ces macromolécules. Et le fait d'intégrer ça, en fait, on a un petit truc par rapport à précédemment. Avant, je m'intéressais juste à la production que d'une seule protéine. Je considérais que tout le reste était complètement indépendant. Là, on ne peut plus faire la même chose puisque tout le monde partage un truc qui est en commun. Ouais. Donc ce qu'on va représenter ici, c'est un modèle multiprotéine. On va représenter toutes les protéines en même temps dans le modèle. Tu les mets toutes? Tu en choisis pas un certain nombre pour voir au début, bon, si j'en prends 3-4, qu'est-ce que j'ai ça fait donne? ça, mais officiellement, à un moment, je suis allé jusqu'au bout. J'ai d'abord commencé par les 1018 gènes de Taniguchi en même temps. Et après, je me suis encore amusé et j'en ai rajouté parce que comme ça fait pas un génome complet, comme c'est pas tout le génome, j'en ai rajouté des fictifs, bien choisis, on va dire. J'ai créé des gènes artificiels pour voir est-ce que ça changeait quelque chose. Donc on va voir tout de suite si ça va faire. Mais excuse-moi, juste un détail, quand tu crées ces gènes fictifs, tu dois leur assigner une fonction fictive aussi? Ou non, pas forcément. Tu balances un nom, tu balances voilà. Par contre, je fais un petit peu attention à ce que ça soit que ça corresponde à un genre de gène qu'on retrouve sur les autres protéines qui ont vraiment été mesurées, que je ne crée pas un jeu de paramètres complètement délirant. C'est un jeu de paramètres biologiquement acceptable. Par contre, non, je n'associe pas de fonction. Voilà, savoir quel niveau de détail tu devais faire entrer. Et donc ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Donc là, vous allez avoir un stock d'ARN polymérase libre. Et vont être partagées par les différentes productions des différents ARN messagers. Et donc cet ARN polymérase, s'il accède ici, s'il s'accroche sur ce gène-là, il va se mettre à transcrire cet ARN messager. Et pendant le temps qu'il va transcrire cet ARN messager, il n'est pas disponible pour faire autre chose. Il doit se concentrer, être là, jusqu'à temps d'avoir fini son affaire, et être libéré, d'être à nouveau dans le stock de ribosomes, d'ARN polymérase, disponible. Et ça, c'est partagé par l'ensemble des productions de l'ensemble des protéines. Pareil pour les ribosomes. Un ribosome s'accroche sur un ARN messager particulier, et pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de faire l'élongation, la production de protéines, il n'est pas disponible à faire autre chose.
Le temps nécessaire pour chaque ribosome va être le même pour chacun de tes gènes ou ça Non, varie ça dépend. J'ai dit, ça dépend de la longueur, parce de que ton segment voilà, que tu plus veux la te- protéine tu veux est, traduire. plus la protéine est grosse, plus ça met du temps à traduire. Ça paraît raisonnable. Ok. Donc voilà. Après, ça change pas grand-chose en réalité. Enfin, moi, j'ai manipulé les choses. Qu'on mette le même temps ou des temps différents, ça change pas Je grand-chose. t'interromps encore un demi-quart de seconde, mais j'ai une question. C'est comment on crée des gènes artificiels? Alors, quand je dis créer des gènes artificiels, c'est pas. C'est les mettre dans le modèle, surtout. C'est dans le modèle, voilà. Ouais, c'est Donc ça. en gros, c'est je crée lambda 1, lambda 2, mes paramètres du système, lambda 1, lambda 2, etc. Je vais créer des nombres qui vont correspondre à des gènes, qui vont correspondre à un gène qui n'existe pas dans mon Oui. jeu de données de base, mais que je pense raisonnable de se dire que ça a à peu près les bons nombres. Je prétends pas recréer dans sa intégralité une bactérie artificiellement. C'est juste que bon voilà, je rajoute un truc. Et ce qui se passe si je rajoute un peu de choses qui est biologiquement à peu près raisonnable. Tu dis Voilà. à ton modèle que Voilà, tu voilà. rajoutes ça. Ok. C'est pas une voilà. Donc c'est peut-être le mot est un peu fort, un gène artificiel. Oui, mais c'est- en gros, tu donnes le code à ton ordinateur Ouais. pour qu'il prenne en compte cette donnée-là comme si c'était un gène. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc voilà, donc on peut se dire que le stock, la disponibilité des ARN polymérases va fluctuer au fur et à mesure du temps en fonction de combien sont séquestrés sur les gènes à chaque instant du temps de cycle. Et ça va fluctuer et que cette fluctuation va avoir des implications sur la fluctuation de la production des protéines. Et ça, c'est l'hypothèse privilégiée par nos chers biologistes de Taniguchi et collaborateurs. Ils se disent c'est ça qui fait le bruit extrinsèque, la majorité du bruit extrinsèque. Et ben on se propose d'aller vérifier tout ça. Vérifions. Donc comment se présente le modèle? Alors c'est compliqué, je sais bien. Mon jury de thèse, j'ai pas du tout détaillé ce truc-là, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais juste un petit peu assister, c'est que vous avez un nombre qui représente le nombre de ribosomes disponibles, ribosomes libres, free ribosomes. Et là, ça va être le nombre de ribosomes qui sont séquestrés sur un messager de type I. Donc ER, indice I, c'est le nombre de... Voilà. Et pour pouvoir... Le taux d'accrochage d'un ribosome sur un messager de type I, il va dépendre du nombre, à ce moment-là, de ribosomes libres. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la disponibilité des ARN, des ribosomes va fluctuer au fur et à mesure du temps, parce qu'une fois qu'il est accroché, il va être dans la case... Il va être occupé Donc voilà, je ne vais pas détailler plus, mais j'insiste là-dessus pour que vous preniez bien un peu l'esprit du modèle. Sinon, tout le reste, ça reste pareil par rapport au modèle précédent. Vous avez la réplication, vous avez la division, etc. Il y a 2-3 petits détails qui changent. Par exemple, avant, je faisais une croissance exponentielle. Maintenant, j'arrête. Je dis que le volume, il dépend de la masse totale des protéines. Okay. Parce que pour des raisons un peu compliquées. Mais on va voir que ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est ça qui est bien. Donc ça va être la masse totale des protéines. Et c'est proportionnel à la masse totale des protéines. Ensuite, vous divisez... La masse totale des protéines qui est proportionnelle à la masse totale des protéines. La masse totale des protéines. Qui est proportionnelle au volume. Deux fois masse proposée pour le volume est proportionnel à la masse totale des protéines. Dans mon modèle, parce que biologiquement, on a de bonnes raisons de se dire que c'est à peu près raisonnable. Et en fait, après, on divise quand la cellule atteint un certain volume. Et enfin, bon, je ne vais pas détailler ça, c'est pas très important, mais bon, voilà, il y a aussi des ARN polymérases et des ribosomes dans le système. Alors voilà, là on arrive au bout du bout. Mon rôle de matheux s'arrête. Je ne peux plus faire de maths, c'est trop compliqué. Le modèle est trop complexe. Voilà, je vais beaucoup pleurer. Mais c'est pas grave, on peut faire des simulations avec des jeux de paramètres qui sont à peu près raisonnables d'un point de vue biologique. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, globalement, qu'est-ce que ça donne? Déjà, je vous ai dit qu'a priori, on ne dit plus que la croissance de la bactérie est exponentielle, on ne le met plus dans le marbre, on dit juste que c'est proportionnel à la masse totale des protéines. Mais on se rend compte que finalement, quand on regarde ce que ça donne, ça fait plutôt une belle exponentielle. Donc on se dit... Donc là, chacun de tes pics, chacune de tes augmentations, ça correspond à ce moment où il y a les ribosomes qui vont traduire les protéines. Voilà, donc quand vous avez une croissance là, la bactérie croît, et là il y a une division qui se produit, donc ça se divise à peu près par deux. Ça divise par deux, ouais. Et pareil, on grandit. Et quand vous regardez, si vous zoomez beaucoup, vous verrez qu'il y a des petites fluctuations quand même. Parce que là, c'est très régulier. Voilà, on a vu de loin, ça a l'air très régulier. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que biologiquement, on observe ce genre de choses. De loin, elles grandissent à peu près de manière exponentielle. Ce qui est cool, c'est que c'est le cas ici aussi. Donc c'est-à-dire que mon modèle, il a l'air de plutôt bien se compte. Voilà, ça tient la route. Ensuite, ça c'est des concentrations totales d'ARN messager, de protéines, mais je ne vais pas détailler pour montrer que c'est pareil. Il y a beaucoup plus de variations. Effectivement, pour les messagers, c'est beaucoup plus variable.
Ça, c'est dû au fait que tes ARN vivent pas longtemps? Exactement. Ok. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'ARN messagers. Enfin, il n'y a pas beaucoup, il y en a de l'ordre de... À chaque moment si vous prenez une cellule, vous comptez le nombre d'ARN messagers qu'il y a dedans, c'est de l'ordre de quelques centaines. D'accord. Donc c'est pas non plus énorme, donc il y a des fluctuations. Je ne vais pas trop détailler. Alors ça va être intéressant pour la suite. Je me pose la question, quelle est la distribution des ARN polymérases et des ribosomes libres à chaque moment du temps de cycle? Donc vous prenez une cellule d'un volume particulier, vous regardez le nombre d'ARN polymérases libres disponibles à ce moment-là, et vous tracez la distribution. Et vous faites ça pour différents volumes, donc à différents moments du temps de cycle, et donc ça grandit, la distribution change au cours du temps de cycle. Alors je vais expliquer après pourquoi c'est important, mais je détaille un peu. Vous faites la même chose pour les ribosomes, pareil, la distribution change au fur et à mesure du temps de cycle. Et alors, qu'est-ce que ça donne? 5 minutes. Ok. Non, mais ça va le faire, ça va à peu près le faire. Par contre, on va peut-être pas... question qui me demande, est-ce que Escherichia coli peut être considéré comme une bactérie type? Il n'y a pas des mécanismes de production des protéines qui dépendent du type de bactérie pour l'interrogation. Donc 2 questions en une. Est-ce que E. coli peut être considéré comme une bactérie type? Alors, il faudrait expliquer ce que c'est une bactérie type. Voilà, c'est quoi une bactérie type? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Escherichia coli, c'est la bactérie la plus étudiée chez les biologistes, Oui, parce qu'on la trouve très 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 facilement dans n'importe quel caca. On trouve plein d'Escherichia coli, donc c'est très facile à cultiver. Et donc, c'est pour ça qu'elle est très étudiée. Et donc, moi, j'ai pris celle-là parce que c'est là où j'ai plus de données. Donc après, dire que c'est une bactérie type, je pense que n'importe quelle bactérie... C'est un peu un modèle. Voilà, c'est un modèle. Estelle nous parlait d'Arabidopsis thaliana pour les plantes. C'est vrai que c'est une plante qui a été beaucoup séquencée. On connaît le génome, on connaît plein de choses. Je pense qu'Escherichia coli, on l'étudie depuis longtemps. Donc voilà, c'est ça. On la connaît très bien. Donc en ce sens-là, c'est une bactérie type. Si vous allez sur la page Wikipédia des bactéries, vous verrez une photo d'Escherichia coli parce que c'est celle qu'on considère. Et donc l'autre, c'est est-ce qu'il y a des mécanismes de production? Il n'y a pas de mécanismes de production des protéines qui dépendent du type de bactérie. A priori, il n'y a pas de raison. J'imagine qu'elles ne se produisent pas à la même vitesse. Voilà. Peut-être qu'il y a des protéines qui sont plus rares, entre guillemets. Alors, c'est possible. On peut tout imaginer dans la nature. Il se peut trouver qu'il y a des mécanismes de production de protéines qui soient très particuliers à une bactérie particulière. Après, il y a plein de mécanismes de production de protéines différentes. Parce que toutes les protéines, c'est toujours ton ARN qui est lu avec les bases d'ADN, et puis le ribosome vient les lire et transforme ça en acide aminé. Voilà. Et après, le diable est dans les détails. Il y a des fois des changements qui se font sur les ARN messagers, ce qui fait que ce qui est traduit n'est pas exactement ce qui est transcrit. Codons, voilà, des choses un peu comme ça, un peu compliquées. Okay. Donc oui, on peut imaginer des choses plus compliquées. Après, je ne suis pas sûr que ce soit... spécifique à une protéine, une bactérie. Je pense que chaque bactérie produit certaines protéines de manière un peu bizarre. Ouais. Après, est-ce que c'est spécifique à une bactérie? Quand tu dis bizarre, c'est-à-dire que ça correspond pas à ce que j'ai montré au départ, qui est la manière classique de considérer les choses, le truc qu'on retrouve 99% du temps. Okay. Je pense qu'on peut trouver de chaque fois. Après, voilà, je pense pas qu'il y ait des... oui, il doit y avoir des mécanismes spécifiques à certaines bactéries. Après, moi, je suis un peu plus... j'essaie en gros de défricher le terrain. Donc, je me concentre sur les choses un peu globales. Déjà, c'est suffisamment compliqué. Très bien. Voilà, je te laisse poursuivre. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que ça augmente la variabilité par rapport au modèle précédent, ou concentrer sur la production que d'une seule protéine? Maintenant qu'on considère tout avec un partage commun des molécules. Et en fait, pas du tout. Ça augmente pas du tout. Si vous regardez le profil des protéines, ça change quasiment pas. C'est toujours la même chose. On se dit mais pourquoi? Moi j'ai été très surpris quand j'ai vu ça, mais j'ai dit c'est pas possible, j'ai rajouté beaucoup de variabilité, ça devrait changer et tout, je comprends pas, c'est pas en accord avec ce qui est dans la littérature scientifique. Puis là on a réfléchi un peu et on s'est dit tiens, il y a un truc qui est rigolo, c'est que la dynamique des ARN polymérases libres, ça change très vite au fur et à mesure du temps. Donc là, si vous regardez les ARN polymérases libres, toutes les secondes vous changez. Pareil pour les ribosomes, c'est encore pire, toutes les dixièmes de seconde vous changez et ça fluctue vachement vite. Et là, ça nous a rappelé un modèle qui a été fait par mon prédécesseur, Thésard, qui était là avant moi, qui est un modèle beaucoup plus simple que le mien. Il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de division, voilà. Mais il y a quand même un partage commun des ressources. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'utilise ce modèle et que je le cale sur le mien? Et donc j'ai dit, par exemple, il prédisait la distribution des ARN polymérases libres et des ribosomes libres. Et là, je l'ai tracé en pointillés. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Il y a des pointillés autour de mes histogrammes à moi. Okay. Ça correspond plutôt bien. Plutôt, oui. Ça a l'air plutôt bien. Donc tu les as mis autour pour faire joli, pour dire ma limite de données c'est ça, mais en fait non.
Pardon ? En fait, toi, tu as comparé, tu as essayé pointillé d'un côté, parce Voilà. que c'était le travail de ton prédécesseur, et Exactement. ce qui est rempli, c'est ce que toi, tu as trouvé. C'est ce Donc, que moi j'ai trouvé avec mes ça correspond simulations. plutôt exactement. Ça correspond plutôt bien. Donc on se dit, ouais, bah, finalement, peut-être que ce modèle simple, il arrive à rendre compte plutôt bien de ce qui se passe. Et notamment, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai plus beaucoup de temps, mais en gros, ce modèle, il y a un théorème qui nous dit que quand il y a beaucoup de gènes dans le système, en fait, on peut considérer que chacune des productions des différentes protéines est complètement indépendante du reste. Et donc, on retrouve un modèle, ce que j'ai appelé un gène centré, le modèle précédent où on s'intéresse juste à la production que d'une seule protéine. On retrouve un modèle comme ça, et on peut se dire, bah, en fait, il se passe la même chose chez moi, il y a tellement de gènes qu'il y a un espèce de théorème que je n'ai pas démontré parce que c'est trop compliqué, mais il y a une espèce de même phénomène, on appelle ça un phénomène, un résultat de champ moyen, et finalement, bah, le fait de considérer toute la production de chacune des protéines indépendamment, on met tout ensemble, finalement, ça ne change pas grand-chose, et c'est pas étonnant qu'on n'augmente pas beaucoup la variabilité. Donc, c'est-à-dire que même si ta ressource d'ARN polymérase et de ribosome est limitée, ça n'a pas franchement d'impact sur ta production. C'est parce qu'en fait, elle fluctue très très vite. C'est un peu un phénomène comme ça, ça fluctue tellement vite. Et donc, en fait, finalement, on est sensible qu'à la moyenne. C'est un peu l'explication. Si ça fluctuait beaucoup plus lentement, alors là, peut-être ça changerait des choses. Voilà. Donc, je vais juste conclure rapidement. Je sens que ça approche de la fin. Donc, est-ce qu'on arrive à retrouver la variabilité ? Est-ce qu'on arrive à retrouver la variabilité ? Donc là, je vous remets le graphique précédent. Non, ça n'augmente pas du tout la variabilité. On retrouve juste le premier truc, qui est le premier régime, comme ça, mais on n'a pas du tout retrouvé le bruit extrinsèque. Et comment expliquer ça ? Alors, soit il y a des phénomènes qu'on n'a pas considérés dans notre modèle, soit il y a des baies expérimentaux dans leur expérience, ce qui est possible, mais je ne suis pas expérimentateur, donc je ne peux pas être trop méchant avec eux, et surtout que c'est une expérience très compliquée, donc je ne vais pas être trop méchant. Et donc je vais conclure, alors ça c'est juste pour récapituler, et je vais juste reconclure sur rapidement ce graphique-là. On est parti de la biologie, on a fait des modèles de complexité croissante. Tant qu'on a pu faire des mathématiques, on a fait des mathématiques, sinon on a fait des simulations. Et ce que j'insiste, c'est qu'il y a des flèches qui vont dans les deux sens. C'est que tout le monde communique. Et à la fin, moi je suis retourné vers la biologie et j'ai dit, cette hypothèse-là, la fluctuation des ARN polymérases et des ribosomes, ça peut pas fonctionner. C'est pas ça qui fait le bruit extrinsèque, si jamais il existe, s'il n'y a pas eu de problème dans l'expérience. Voilà. Donc c'est important de bien avoir conscience que tout le monde se discute. Il y a toujours une passerelle au final. Puis il y a toujours moyen de revenir de l'un à l'autre. Donc tes mathématiques ne sont pas abstraites et déconnectées de ton modèle de départ. Exactement. Et je pense que c'est très important pour l'utilisateur. Il y a certains mathématiciens qui se contrefoutent de la bio, qui font des maths appliquées à la logique, qui le disent, mais qui ne s'intéressent jamais à la biologie. Et inversement, il y a certains biologistes qui ne comprennent pas ce que c'est un modèle en fait. Et il y a parfois des quiproquos qui se produisent. Voilà, désolé d'avoir... Alors je vais juste finir avec une petite question. Pourra-t-on simuler une bactérie dans son ensemble un jour ? Alors, on pourra mieux simuler que ce que je fais moi, c'est-à-dire plus dans le détail. D'ailleurs, il y a des gens dans mon équipe qui font ça. Après, si on modélise la bactérie dans son ensemble, j'arrive à un point où je me dis mais quel intérêt. Puis c'est très très compliqué aussi. C'est très très compliqué et en fait quand on fait une simulation trop complexe, finalement on se retrouve dans le même problème de l'expérience, c'est qu'on change un truc et on ne sait pas du tout ce que ça fait. Donc quitte à faire une simulation totale de la bactérie, autant regarder de la bactérie, une vraie bactérie, ce sera pas plus simple. Plus aussi intéressant. Voilà. C'est vrai. Et donc voilà, donc je mets un peu une limite là-dessus. Après c'est vrai qu'on peut faire des choses plus compliquées que moi, et il y a des gens qui réfléchissent. Ça dilue l'effet, on ne sait plus trop qui a quel impact sur quoi. Exactement. Voilà. On se retrouve dans le même problème. Voilà. La simplicité d'un modèle est aussi une de ses forces. Si on arrive à expliquer 90% du phénomène qu'on veut expliquer avec un modèle très simple, bah, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Puis, voilà, autant pas. Après, batailler pour les 10% qui restent, c'est autre chose. Mais commencer par quelque chose de simple, c'est important, je pense. Très bien. Et juste un dernier mot pour conclure. Du coup, toi, tu te considères comment ? Un mathématicien, un biologiste ou un ingénieur ? C'est une bonne question. Je suis un peu à cheval entre les trois. Et je pense que je dirais que je serais plutôt un modélisateur. Voilà, je suis un peu à cheval entre tout. Après, il va falloir que, si je veux avoir un poste, il va falloir que je rentre dans des cases. Et donc, je dirais dans ce cas-là que je suis un mathématicien. Et c'est un peu un petit problème actuel, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cases pour moi. Donc, pour me vendre, je vais devoir dire que je suis un mathématicien. Bien qu'en soi, je ne fais pas des mathématiques au sens traditionnel du terme, quoi. Je fais plus de la modélisation. Mais après, comme tu disais, les trois secteurs sont très interconnectés. Et c'est vrai que d'en détacher un des deux autres, c'est pas forcément très cohérent. Donc, exactement.
Voilà. Et bah, merci beaucoup Merci pour à cette toi, présentation très claire. j'espère. Mais écoute, ça l'était. Moi, je suis néophyte et j'ai tout compris. Donc, et je n'aime pas trop les modélisations alors que je dois en faire et que des fois, je ne comprends pas ce que je dois faire et ce que je dois mettre dans mes modèles. Mais voilà. On va laisser la place aux intervenants suivants. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est Marc et son Marc collègue et son collègue. qui vont parler de spatial, je crois. De spatial, oui, il me semble que c'est ça. Très bien. Voilà. Et ben on va leur laisser la place. Merci encore. Merci à toi. N'hésitez pas à poser encore des questions sur